Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le transfert de la différence. Aboubacar Bari. Dans son article intitulé Psychanalyse en milieu africain, Le Guérinel explique que lorsque l'Africain fait état d'une demande de soins, la situation transculturelle se trouve concrètement réalisée par le fait que le thérapeute est blanc et le consultant noir. Il serait évidemment intéressant, ajoute-t-il, de savoir ce qui se passe dans une situation symétrique, mais inverse, lorsque le thérapeute est noir et le consultant blanc. Psychologue africain ayant travaillé pendant plusieurs années dans des institutions de soins françaises, j'ai été constamment aux prises avec ces problématiques transculturelles. Ayant fait mes études en France, je ne pensais pas au départ que le fait d'être noir pouvait avoir une importance particulière dans mes relations avec les patients. Même lorsque j'avais commencé à travailler dans un hôpital psychiatrique, je n'avais pas dû prendre conscience que la différence culturelle avait des incidences, autres que quelques malentendus résultant de mon ignorance de certaines coutumes françaises, jusqu'à ce qu'un patient que je suivais alors tente de se suicider en s'injectant du white spirit, de l'esprit blanc. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, né en France de parents algériens et diagnostiqué schizophrène, qui se réfugiait régulièrement dans mon bureau pour échapper à la sensation qu'il avait brusquement que des murs se refermaient sur lui et le compressaient progressivement. Mon bureau s'associait dans son esprit à une boîte de nuit, appelée Évasion, où il aimait aller avant sa maladie et où il rêvait de pouvoir retourner un jour. Nos entretiens avaient sur lui un effet apaisant, et il avait formé le projet de me présenter à sa famille, particulièrement à une de ses sœurs qu'il souhaitait manifestement me voir épouser. Après sa tentative de suicide, j'avais pensé qu'il voulait ainsi s'assurer les bonnes grâces du diable noir persécuteur que j'étais devenu pour lui, et que comme ce pacte apparaissait objectivement impossible à nouer, il avait choisi une autre solution plus significative, la protection par l'esprit blanc. J'ai eu l'occasion de suivre pendant plusieurs mois en psychothérapie une adolescente de 14 ans, dont les résultats scolaires avaient toujours été très passables. Peu de temps après le début de nos entretiens, elle avait eu un 16,5 suffisamment intrigant pour moi, pour que je veuille comprendre ce miracle. Cette note sanctionnait un travail sur l'esclavage, noir-blanc pour lequel il lui avait fallu faire des recherches. Elle rêva ensuite de vivre en Martinique quand elle serait grande. Elle avait des règles très irrégulières et était suivie par un gynécologue. Au cours de nos entretiens, elle devint fan du chanteur antillais Doc Gynéco, puis se mit à s'intéresser à des musiques noires. Elle était très passionnée par tout ce qui touchait à la magie noire. Elle eut pendant longtemps le désir impérieux de se faire des tresses à l'africaine. Et ce n'est qu'après tout cela qu'elle a cessé de ne me considérer qu'en tant que membre d'une race et que j'ai recouvré mon identité. Des phénomènes sensiblement identiques se sont reproduits avec d'autres adolescentes. Un petit garçon de 4 ans que j'ai suivi pendant 3 ou 4 mois ne venait me voir que pour dessiner des villages, le plus souvent Paris, la Tour Eiffel, Notre-Dame, etc. Il ne fallait rien dire pendant cette activité, il fallait que moi aussi je dessine mais sur une autre feuille. Quand j'essayais de mettre des mots sur ce que nous étions en train de faire, il me disait toujours « Chut, on dessine ». Après la première série de dessins, je lui demandais à la fin de nommer au moins les villages, il les appelait noirs. Ensuite il y avait eu la série des villages blancs, et enfin la série des villages gris où lui et moi, nous pouvions nous rencontrer. Malheureusement cette psychothérapie avait été prématurément interrompue, et dès lors, chaque fois qu'il me voyait, il voulait toucher mes cheveux. Les parents d'un autre petit garçon du même âge étaient séparés, et la mère avait quitté le domicile conjugal avec lui, pour repartir vivre chez ses propres parents. Celle-ci éprouvait une véritable haine à l'endroit de son ancient compagnon, et avait engagé une procédure pour supprimer le droit de visite qui lui était accordé. Elle accusait son par exemple de 1000 ignominies, et voulait que son fils témoigne de la mauvaise manière dont il s'en occupait chaque fois qu'il allait chez lui. La grand-mère de l'enfant, qu'il avait un jour accompagné à la consultation, m'avait expliqué qu'il était à la recherche d'un père, car il demandait pourquoi il ne pouvait pas appeler son papy plutôt papa. À la même période, il voulait que j'appelle sa mère par son prénom plutôt que Madame X. Il s'était aussi mis à dessiner des pères noirs, et me demandait d'écrire mon nom pour le recopier sous les dessins.
Dans les dessins qu'un petit garçon de 5 ans faisait pendant que je m'entretenais avec ses parents, la mère était toujours noire, ce que ne supportait pas le père qui intervenait pour corriger son fils en dessinant à sa place une mère d'une autre couleur. Au cours de mes entretiens avec un garçon de 8 ans, ses relations avec les enfants noirs de sa classe se sont modifiées. Il a en particulier transformé une fille d'origine africaine en une terrible persécutrice. Une adolescente de 13 ans originaire du Vietnam avait été adoptée par un couple qui croyait ne pas pouvoir avoir d'enfants. Ce couple avait ensuite adopté un petit garçon, aussi vietnamien, et elle avait commencé à aller mal quand ses parents adoptifs avaient enfin pu avoir un enfant. Les parents avaient ensuite divorcé, et elle était allée de plus en plus mal. Errance, fugue, tentative de suicide à répétition, alcoolisme, relations sexuelles secrètes avec le fils de la concubine du père, etc. Au cours des quelques entretiens que j'ai eus avec elle, la question de la différence entre nous, de tout ce qui nous séparait et qui, à la limite, rendait toute rencontre impossible, était constamment mis au premier plan. Psychologue noir travaillant dans des institutions françaises. Je me retrouve régulièrement dans la situation de l'ethnologue qui doit d'abord être lui-même étudié, observé, manipulé, mis en déroute, et de la part du personnel aussi bien. Alors comment le psychologue doit-il procéder pour éviter d'être totalement en déroute ? La question de mon altérité ne pouvant faire l'objet de déni, être ignorée, le patient aussi prend conscience de la sienne, et il s'agit tout d'abord de parcourir l'espace de la différence pour éventuellement construire un espace possible de rencontre. La rencontre avec l'autre dans sa plus forte étrangeté, explique Françoise Couchard, peut provoquer un sentiment d'angoisse. L'autre ne nous ressemble pas, nous ne pouvons nous identifier à lui, et la peur qu'il fait naître accentue son étrangeté. Comment faire passer de l'angoisse, la méthode. Le moyen qui consiste à n'accorder aucune importance à la question de la différence aboutit régulièrement à l'instauration de situations de violence symbolique et de maltraitance psychique. Dans les institutions spécialisées, l'ethnocentrisme a longtemps prévalu. La question des singularités culturelles du sujet ne se posait pas ou seulement de manière latérale. Ainsi les différences et les singularités culturelles étaient-elles méconnues, voire déniées. Dans une grande partie des situations, l'origine, l'appartenance et la différence culturelle du sujet demeuraient en position de latence, déposées dans le cadre, plus ou moins refoulées par les professionnels. Il en découle certaines violences, de l'ordre du désaveu, de l'emprise ou du forçage aliénant. La négation des singularités de l'autre reposait sur un fond de déni de l'altérité, d'abrasion des singularités, de récusation des filiations et des différences culturelles. Si au contraire, le thérapeute accepte de se déplacer, le cadre sera d'abord voyageur, il s'agira dans un premier temps d'effectuer comme un voyage, de se rendre à l'étranger, de faire venir l'étranger chez soi, d'aller à la rencontre de l'étranger, etc. Dans le propos introductif du texte où il veut montrer que la pratique médicale est entièrement ordonnée par le cadre social d'appartenance du médecin, Jean Pouillon nous explique que la relation entre malade et médecin est aussi, et peut-être surtout, une relation sociale. Se demander qui a besoin d'être guéri, qu'est-ce qu'être guéri, qui peut guérir et pourquoi, c'est s'interroger sur les valeurs, les croyances, la structure de la société où ces questions sont posées. Le rapport médecin-malade ne peut être considéré isolément, comme s'il se refermait sur lui-même et enfermait les deux individus en présence. Il renvoie à la conception que la société se fait des rapports des hommes entre eux. Or, dire d'une relation qu'elle est sociale, c'est dire qu'elle n'est pas nécessaire, qu'elle pourrait être autre qu'elle n'est, et qu'elle est très probablement autre ailleurs qu'elle n'est ici. Sinon, on la dirait naturelle et on ne songerait même pas à s'interroger à son propos. C'est bien d'ailleurs ce qui se passe quand on ne sort pas de chez soi, et qu'on se croit naturel parce qu'on a évité de se voir étranger. Ce souci de contextualisation sociale et culturelle des pratiques soignantes s'inscrit dans une tradition inaugurée par Claude Lévi-Strauss, comparant technique magique, technique psychanalytique, chamanisme et psychanalyse. Le rôle réservé au groupe par les deux techniques est plus délicat à définir. Car la magie réadapte le groupe à des problèmes prédéfinis, par le moyen du malade, tandis que la psychanalyse réadapte le malade au groupe, par le moyen de solutions introduites. 2. Le malade atteint de névrose, liquide un mythe individuel en s'opposant à un psychanalyste réel. L'accouché indigène surmonte un désordre organique véritable,
en s'identifiant à un chaman mythiquement transposé. Même des auteurs auxquels l'exercice de leur activité impose d'emblée la prise en compte de la différence culturelle, ne parlent de ce qui se passe du côté de chez l'analyste, que pour indiquer des difficultés d'ordre technique et inviter à adapter le cadre thérapeutique au contexte social. On trouve par exemple, là-dessus, sous la plume des ortiques des notations très fines et très pertinentes. Le fait d'ouvrir une consultation de psychologie à Dakar imposait au psychanalyste de remettre en question bien des présupposés de son statut comme de son action. Issu d'une culture autre que celle de ses consultants, d'une culture qui a sécrété les techniques qu'il emploie, il a à s'interroger sur la place qu'il occupe ou qu'il croit occuper, sur ce que peut signifier au niveau sociologique comme au niveau individuel son offre de service. Il est amené, fait nouveau pour lui, à se penser lui-même au niveau sociologique, c'est-à-dire solidaire d'une certaine culture. Nous sommes aussi et avant tout des Blancs. Notre statut est de prestige et de puissance, avec le cortège des résonances de l'époque coloniale. Mais prestigieux et puissant, nous sommes l'étranger, celui qui est autre. Peut-on s'identifier à lui ? Nous sommes tentés de considérer cette question comme l'une des plus fondamentales de la situation. L'Africain se pense lui-même socialement par rapport au monde des Blancs. Ce n'est pas là un trait de caractère mais la conséquence d'une situation historique. On serait tenté de dire que les mécanismes de l'identification jouent au niveau de l'idéal du moi, plutôt que comme organisateur des pulsions, c'est-à-dire relèvent plus de l'imaginaire que du symbolique. Le Guérinel explique lui aussi l'importance qu'il y a dans une telle situation, à prendre en compte l'image que le noir se fait du blanc. Dans la description qu'il en donne, il s'agit plus exactement de l'image que le blanc se fait de l'image que le noir se ferait du blanc, car l'image du blanc colonisateur est automatiquement un élément constituant du transfert. À cette image du blanc seraient associés les ancêtres et les morts, puisque les cadavres des noirs blanchissent en se décomposant. D'autre part, le blanc dans l'imaginaire noir entretiendrait des relations avec la sorcellerie. L'incidence de ces stéréotypes rend difficile l'expression de l'agressivité envers le thérapeute, mais également la liquidation du transfert. Mais pas plus que les ortigues, qui prennent le soin de citer les populations de l'agglomération dakaroise en excluant les blancs, lui non plus ne dit rien de la manière dont les blancs, en particulier le blanc qu'il est, réagissent à cette image. Comment vivent-ils le fait d'être pris pour des divinités ? Ni de la place qu'occupent les blancs, non pas uniquement dans les fantasmes mais dans la réalité, dans la vie de tous les jours en Afrique. Résumer l'image du colonisateur en termes de puissance et de prestige uniquement est un doux euphémisme, quand on a à l'esprit la suprématie écrasante, la soumission et la réduction d'êtres humains en objets, l'imposition de lois arbitraires, les travaux forcés, l'enrôlement d'hommes de force dans l'armée pour aller combattre et souvent mourir dans des pays dont ils ignoraient jusqu'à l'existence, des ennemis qui, contrairement à leurs maîtres, ne leur avaient rien fait, pour des raisons qui leur étaient complètement étrangères et ils ne comprenaient pas, etc. N'importe quel blanc en Afrique occupait et occupe aujourd'hui encore, dans la réalité, un rang social incommensurable par rapport à celui de l'immense majorité des Noirs. Les Blancs étaient alors pratiquement les seuls à appartenir à la classe possédante. Ils avaient et ont encore aujourd'hui presque tous une troupe d'employés noirs, cuisiniers, chauffeurs, boys, nourrices, gardiens, etc. Ils habitaient et habitent dans les villas les plus cossues des rares quartiers luxueux, ciel apostrophe. On ajoute que les communautés blanches vivant en Afrique, aujourd'hui encore, sont en majorité composées de petits blancs. On imagine aisément ce qu'il pouvait en être il y a 40 ans. Cette réalité n'a-t-elle vraiment aucune incidence sur les rapports entre noirs et blancs, sur le transfert et l'identification ? Par ailleurs, puisque ces auteurs tiennent le fantasme, et lui seul manifestement pour primordial, on s'étonnera qu'ils ne disent rien de l'image que le blanc se fait du noir, qui n'est pas moins stéréotypée et imprégnée de préjugés, qui est indépendante des contingences de l'histoire de l'Empire français et semble sans lien avec le temps, l'espace, les rapports sociaux. Mais on connaît l'histoire de la poutre et du fétu de paille. Un blanc qui connaît bien l'Afrique en donne un aperçu suffisamment instructif. Des premières descriptions de la nigricie aux projections aujourd'hui dirigées sur l'Afrique, le noir dans l'imaginaire occidental, reste chargé d'incarner la nature, pour le meilleur et pour le pire, en son innocence ou sa barbarie originelle. Cette représentation fantasmatique, inscrite au cœur des discours savants comme des préjugés ordinaires,
ordonne le champ des analyses et des idéologies. Au nom d'une authenticité négro-africaine, défendue à la fois par le raciste et l'antiraciste, elle continue de priver le continent noir de son historicité pour le constituer en réserve naturelle de l'imaginaire et des fantasmes blancs. Le fait d'être en analyse personnelle au moment de la tentative de suicide du jeune Algérien m'avait beaucoup aidé à gérer émotionnellement la situation. Ensuite, quand ces cas se présentaient de manière insistante, je me faisais assister par une psychologue stagiaire blanche pour introduire une autre différence, celle des sexes, à côté de ce que René Caes appelle différence de troisième type, la différence de filiation. Il est possible que ces effets de transfert soient mieux maîtrisés si les familles sont accueillies par des thérapeutes de races différentes. Par exemple, dans le dispositif de soins proposé par l'Association d'aide psychologique aux familles migrantes La Maison de toutes les couleurs de Paris, où j'ai travaillé de 1992 à 1994, cette difficulté ne m'est pas apparue. Les familles y sont accueillies par un psychologue français, qui s'entretient avec l'enfant, et par un psychologue issu de la même aire culturelle que les parents qui s'entretiennent avec ces derniers. Bibliographie. Baha Chamkoulel, L'Enfant Peul 1991, Arles Actes Sud Col. Mabel, 1992. Baha oui, mon commandant. Mémoire Arles Actes Sud Col Babel, 1994. Barléen, un anthropologue en déroute, 1983, Paris, Payot et Rivage, 1994. Bertrand Monsieur, Torébé, Double pratique. Des ethnologues analystes, une psychanalyse et sciences sociales, 1989, Paris, La Découverte, pp 78 à 97. Cherkia, Franz Fanon. Portrait Paris Le Seuil 2000. Koucharef, La psychologie clinique interculturelle, Duno, Paris 1999, page 26. De Negroni F, Afrique Fantasme, Plomb, Paris 1992. Roger, De l'angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, 1967, Flammarion, Paris 1980. Le Guérinel E.N., Psychanalyse en milieu africain. Le poids de la réalité culturelle, Revue française de psychanalyse, 1987, 51, 3, pp 915 à 92. Lévi-Strauss C., Le sorcier et sa magie, 1949, Une anthropologie structurale, Plomb Paris pp 191 am 212. Lévi-Strauss C., L'efficacité symbolique, 1949, Une anthropologie structurale, Plomb Paris 1958, pp 213 à 234. Londres A., Terre d'ébène, 1929, Le serpent à plumes, Paris 1994. Pinel J.P., Différences culturelles ou psychopathologie en institution sociale ou médico-sociale, Psychologie clinique, 2001, numéro 12, pp 137 à 153. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.